Émissions, taxes carbone, transports internationaux, le Haut Conseil pour le climat rend son premier rapport ces jours-ci. Est-ce que la France est dans les clous pour respecter l'accord de Paris? La réponse est non. Les émissions de CO2 ont d'abord baissé dans un premier temps, puis la baisse s'est mise à stagner. Les émissions de transport sont stables depuis 10 ans, bien que provenant de véhicules de plus en plus performants. Et pour le bâtiment, le ralentissement est 3 fois moins rapide qu'anticipé. C'est une situation compliquée. Plusieurs questions sont soulevées par ce rapport. Le budget carbone envisage de fixer des plafonds d'émissions. La loi pourrait fixer des plafonds, ce serait la loi qui les fixerait. Le transport aérien, qui est questionné aujourd'hui. Renforcer les instruments des politiques climatiques et puis mieux évaluer l'impact des politiques sur les gaz à effet de serre. En fait, c'est compliqué à affiner et à affiner par secteur. Bonjour à tous, donc Joseph Ajar, je suis chef du bureau émissions, projection, modélisation à la DGEC, au sein du service climat de cette direction du ministère chargé de l'environnement. Et donc l'idée c'était de vous présenter effectivement la stratégie de la France, le plan français pour notre ambition climatique qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc vous disiez que la France n'est pas sur les rails pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est effectivement un des constats que fait le Haut Conseil pour le climat qui a rendu son rapport, qu'il a publié aujourd'hui en vérité. Mais il fait aussi le constat que notre stratégie en vérité est compatible avec ces objectifs-là, et qu'après, il y a effectivement des questions qui se posent sur la mise en œuvre et sur notre capacité à suivre cette feuille de route que nous avons tracée. Et donc on est en train de réactualiser cette stratégie nationale bas carbone. Il y a un projet qui est déjà publié sur le site du ministère. Et donc l'idée, c'est de rehausser l'ambition de cette stratégie en visant non plus le facteur 4, mais ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire l'égalité entre nos émissions brutes et les absorptions de carbone par les différents puits. Et donc concrètement, la SNBC, elle définit des budgets carbone de 5 ans pour les 3 prochaines périodes quinquennales. Donc ça, c'est pour paver un peu le chemin pour on va dire le relativement court terme. Elle se projette jusqu'à 2050 avec cette ambition de la neutralité. C'est pas juste une vision de l'esprit, elle est vraiment basée sur un scénario qu'on a modélisé, je vais vous en reparler un petit peu, en cohérence avec ses objectifs de long terme. Mais c'est important de voir que cette neutralité en 2050, elle est indispensable parce que effectivement c'est la seule façon pour la France d'être conforme aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Le rapport 1.5 du GIEC dit que globalement il faut que le monde soit neutre en carbone dans la deuxième moitié du siècle le plus tôt possible. Et après, on a des logiques de répartition de l'effort entre les pays qui font que pour la France, en gros, en 2050, il faut être neutre en carbone. C'est réaliste, ça, on n'en était pas sûr au début, mais tout le travail de modélisation qu'on a fait montre que les changements qui sont apportés dans les différents secteurs, ils sont très importants, hein, ils sont extrêmement ambitieux, mais ils sont crédibles. On n'a pas misé sur des technologies magiques, entre guillemets, ou des choses qui seraient vraiment irréalistes, en termes de réduction de la demande, par exemple, etc. On a des enseignements sur les leviers à mobiliser, mais tout ça reste vraiment dans le domaine du raisonnable, et donc c'est aussi quelque chose qui est important. Et troisième point, c'est souhaitable. On a aussi fait une analyse macroéconomique de la trajectoire, hein, telle qu'elle ressort de cet exercice de modélisation, et on s'aperçoit qu'elle est légèrement positive pour le PIB et pour l'emploi par rapport à une trajectoire business as usual. Il faut bien sûr prévoir des mesures d'accompagnement parce qu'il y aura des transformations assez fortes et des effets sur les prix de l'énergie, donc pour les secteurs de l'économie et les ménages. Mais néanmoins, au global, on a des effets positifs sur l'économie, légèrement positifs, mais en tout cas, on ne sacrifie pas notre économie pour atteindre cette neutralité. Et juste pour faire le lien avec un outil un peu plus concret qui intéresse aussi l'ABC et nous, parce que c'est aussi mon bureau qui est responsable de cette mesure, les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, donc j'imagine que vous en êtes familier, mais c'est une obligation pour certains acteurs de réaliser ces bilans à des fréquences qui sont définies par la loi. Et donc, nous, on part du principe que nos objectifs très ambitieux, ils nécessitent l'implication de tous les acteurs, c'est pas juste les mesures politiques de politique publique qui vont permettre de les atteindre. C'est un deuxième message important
à ramener à la maison. Et donc, dans ce cadre-là, les BGS, il nous semble qu'ils sont un outil très important pour déjà suivre et piloter les émissions pour les acteurs concernés. Parce que si on n'a pas de bilan, c'est difficile d'avoir une stratégie. Et aussi, c'est pas complètement anecdotique de pouvoir communiquer au public sur ces émissions, sur les démarches engagées, parce qu'il y a de plus en plus d'appétence du public pour une forme de transparence sur les émissions de tel ou tel acteur. Ce dispositif qui existe déjà, qui est perfectible de l'avis de plusieurs acteurs, et nous y compris. Et donc on a plusieurs évolutions qui sont en cours de réflexion, et je pense que Fanny reviendra un peu dessus dans sa présentation. Mais on a le montant de la sanction qui était jugé vraiment insuffisant par rapport au coût de réalisation de ces bilans, qui va être renforcé. Nous, on souhaitait le renforcer. Les députés se sont emparés de cette question dans le cadre du projet de loi énergie-climat qui démarre maintenant, au moment où je vous parle, son parcours à l'Assemblée nationale en plénière. Et donc ils ont rajouté dans le projet de loi un montant de la sanction qui serait égal à 50 000 €. Voilà, nous on visait un chiffre un peu moins important, mais on constate que les députés sont très allants sur les questions climatiques en général, hein, donc là encore ça a été le cas. On a aussi un amendement, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on portait nous, mais les députés aussi s'en sont emparés, pour préciser le plan d'action qui est prévu avec ces bilans, le transformer en plan de transition, je crois, selon les textes, selon la lettre du texte, et prévoir des objectifs volontaires à court, moyen, long terme de ce plan et les moyens mis en œuvre. Enfin voilà, vraiment préciser le contenu de ce plan d'action qui pour le moment reste un peu à discrétion des acteurs et donc de qualité variable en fonction des acteurs. On a une réflexion sur la prise en compte des émissions indirectes, qui est un sujet important. Les émissions indirectes non liées à l'utilisation de l'énergie, parce qu'aujourd'hui c'est facultatif. Et on se pose aussi la question d'une meilleure articulation avec d'autres dispositifs existants. Donc il y a beaucoup de choses qui concernent les entreprises dans le cadre du reporting extra-financier. Il y a sans doute possibilité pour mieux articuler ces différents dispositifs. Les collectivités aussi sont concernées par de la planification, les PCAET, les SRADET, etc. Voilà, donc on cherche à ce que ce ne soit pas une obligation qui génère des efforts qui ne soient pas efficaces. Hein, donc on cherche à travailler sur cette meilleure articulation et ça fait partie aussi des réflexions qu'on a sur ce dispositif. Fanny Floriot, vous allez maintenant nous déployer l'arsenal, parce qu'on va faire la guerre aux gaz à effet de serre, et vous allez nous déployer l'arsenal des outils qui existent pour faire face à cette question. Tout à fait. Merci, bonjour à tous. Donc Fanny Floriot, je travaille au service climat de l'ADEME et je suis notamment en charge du centre de ressources sur les bilans GES et donc de la base carbone et plus globalement de tout ce qui tourne autour de la comptabilité carbone des organisations. Alors juste avant de commencer sur un petit peu tout l'arsenal qu'on a pour accompagner les organisations, pour justement les appuyer dans cette réglementation bilan GES et ses futures évolutions, je tiens juste à rappeler qu'il faut, alors certes cette réglementation est perfectible, après il ne faut pas non plus rougir par rapport à cette réglementation qui a été mise en place, qui est quand même une première au niveau international. On est quand même le seul pays à imposer aux organisations la réalisation de ce bilan GES, qui reste la première étape, même si certes aujourd'hui son périmètre est assez restreint, ça reste quand même une première brique, donc il ne faut pas non plus rougir sur le fait que certes elle est perfectible, mais on avait déjà fait un grand pas avec la mise en place de cette réglementation. Et donc on est ravis que le ministère envisage la deuxième étape qui est d'élargir du coup les obligations liées à cette réglementation. Et donc là, ce que je voulais faire un petit peu, juste pour essayer de pas non plus commencer à stresser et à avoir trop peur par rapport à justement cet élargissement de l'obligation de la réglementation, savoir qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent et surtout il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites sans pour autant que ce soit réglementaire aujourd'hui. Et notamment par rapport à l'intégration de la prise en compte de tous les postes significatifs qui est déjà de toute manière depuis la loi de transition énergétique, donc pour la croissance verte, qui a déjà été une première nouveauté sur toutes du coup les entreprises, avec du coup l'article 173. Donc finalement, aujourd'hui, le rapporter à l'ensemble des obligés pour la réglementation bilan GES, cela reste tout à fait cohérent, d'autant plus que ça a été acté au niveau de la norme ISO sur la comptabilité carbone pour les gaz à effet de serre au niveau international. Donc on peut se dire assez facilement que si l'ensemble de la communauté internationale
considère que c'est important d'intégrer tous les postes significatifs, à l'échelle de la France, ça devrait être aussi important. Et donc, suite à ce que justement mentionnait Joseph juste avant, et qui est vraiment une très grosse avancée, je pense, pour cette réglementation et pour l'exercice de bilan GES, c'est justement d'intégrer désormais un vrai plan de transition avec des objectifs, un vrai plan d'action, une évaluation de ces actions à remettre au regard du coup de l'évaluation du bilan GES. Donc c'est vraiment repositionner le bilan GES comme le point de départ avec un réel plan d'action pour la réduction de ces émissions derrière. Et d'une manière générale, surtout pour ne pas oublier que voilà, le bilan GES, ça s'inscrit dans une démarche plus globale que juste prendre la photo de ces émissions. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'inscrire dans une démarche plus large comme ACT qui a été développé par l'ADEME. Alors je ne sais pas si tout le monde est forcément très au courant de cette démarche-là, mais c'est vraiment finalement mettre en place l'évaluation de sa stratégie carbone pour les entreprises. Ça n'existe pas encore pour les collectivités, c'est en cours de réflexion et de déploiement. Mais l'idée c'est vraiment là de réfléchir finalement lorsqu'on construit finalement son plan de transition à la suite de son bilan GES, à être vraiment dans une logique de stratégie bas carbone pour l'organisation. Stratégie bas carbone qu'il faut vraiment réfléchir, et c'est peut-être là le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, pour la pérennité d'une organisation, que ce soit un territoire ou une entreprise, ne pas intégrer le carbone comme un critère primordial, au même titre qu'être à l'équilibre en fin d'année pour son budget, c'est plus ou moins voué à l'échec. Donc il n'y a pas vraiment de choix aujourd'hui si on veut garantir la pérennité économique de son entreprise ou la pérennité de son territoire que d'intégrer le climat. Et pour ça, l'outil de bilan GES, ça reste la première étape accessible, avec beaucoup de ressources et qui permet de construire sa trajectoire. Moi, ce que je voudrais vous parler maintenant, c'est vous montrer un peu en une substance de comment est-ce que les entreprises se projettent à long terme sur ces sujets de changement climatique. Et en particulier, du coup, vous montrer les résultats de l'étude ZEN 2050, donc ZEN pour zéro émission nette, une étude qu'on a lancée chez EPE. Donc, chez EPE, c'est une association d'entreprises, donc d'une quarantaine de grandes entreprises françaises, et qui a pour but de réfléchir à des sujets émergents dans le domaine de l'environnement et d'organiser, d'accélérer la prise en compte de ces sujets collectivement dans les stratégies d'entreprise de ses membres. Et dans le cadre de ces travaux, au lendemain de la COP 21, il y a ce thème de neutralité carbone qui est apparu, et du coup les entreprises ont commencé à creuser sur la signification de la neutralité carbone, qu'est-ce que ça veut dire pour elles, si bien qu'en 2017, à l'été 2017, quand Édouard Philippe a annoncé le plan climat français qui affichait donc la neutralité carbone de la France en 2050 comme un objectif, ces entreprises se sont posé la question, neutralité carbone, ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour la société ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les Français ? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun au quotidien ? Qu'est-ce que ça veut dire sur les fonctionnements, les flux dans la société, l'organisation, les technologies ? Donc ça ouvrait un panorama très très large. Et du coup, collectivement, ces entreprises se sont lancées dans cette aventure qui est un peu inédite, qui est de se mettre autour de la table et collectivement de réfléchir à une image de la France neutre en carbone en 2050. Ce qu'on a fait dans l'étude, effectivement, c'est de regarder, en mobilisant les leviers existants dans les différents secteurs, si une telle neutralité carbone était possible, puisque c'était la première question. Est-ce que c'est possible ? Donc la réponse est oui, c'est possible. Le deuxième message qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose sans précédent. Et ça c'est très bien illustré ici. C'est aujourd'hui, on est à grosso modo 480 millions de tonnes par an. La neutralité carbone, on évalue à peu près, on serait vers une centaine de millions de tonnes d'émissions en 2050. Donc ça nous fait un rythme d'émissions annuelles de réduction de 4,5% à peu près. Si on compare à ce qui a été fait dans les 25 dernières années, on était à une progression de 1,5 point par an. Donc là, on dit il faut faire x9 sur l'effort.
Donc c'est juste gigantesque. Cette réduction-là, on l'a atteint une fois dans l'histoire française, c'est quand on a quitté le charbon. La comparaison, je l'aime pas, puisque là, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas uniquement en train de parler du secteur énergétique, on est en train de parler de la société entière et des différents secteurs. C'est quelque chose qui est illustré ici, c'est que vous voyez bien, c'est que tous les secteurs sont appelés à contribuer. Là, on regarde globalement ce qui reste en 2050. Effectivement, il y a ces thématiques des émissions incompressibles. Et donc, l'agriculture en particulier représente des postes qui sont très difficiles à réduire. Mais ensuite, on va avoir des décarbonations extrêmement fortes dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la mobilité. Ensuite, évidemment, industrie encore, ça va être quelque chose d'important. Les déchets. Voilà, donc c'est en fait vraiment, on a une mobilisation globale de tous les leviers qui existent pour pouvoir diminuer ces émissions. Et le corollaire de ça, c'est en plus de diminuer les émissions, il y a également les puits carbone, donc les absorptions, qui sont dimensionnantes, puisque c'est elles qui nous donnent le budget, ce que les autres secteurs ont la possibilité d'émettre. Donc travailler sur ce puits de carbone, l'augmenter, le valoriser, c'est un point extrêmement important. Le corollaire de ce changement sans précédent, c'est qu'il y a besoin de toutes les solutions. En fait, c'est assez intuitif, puisque en fait, ces changements ils sont tellement de grande ampleur, c'est que pour aucun acteur, c'est viable et c'est même possible d'y aller tout seul. Que ça soit pour les pouvoirs publics, ça serait un suicide politique d'essayer d'implémenter des mesures extrêmement coercitives à court terme pour s'engager sur cette voie. Pour les individus également, on se rend compte que la possibilité de chacun à faire des efforts est limitée, que ce soit par les déterminants ou par les efforts de ses voisins. Et pour les entreprises également, il y a des problèmes de compétitivité, qu'elles soient nationales ou internationales, qui limitent l'engagement. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des synergies très fortes qui apparaissent entre ces acteurs. Et c'est ça qui peut permettre l'atteinte de cet objectif. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste, c'est une solidarité entre les différents acteurs. Et même si on avait vu, depuis la COP21, je dirais une augmentation de l'engagement des entreprises au niveau des négociations climatiques, des réflexions dans ces sujets-là, il y a le rôle des citoyens, et quand je dis c'est des citoyens, consommateurs, usagers, employés, employeurs, collaborateurs, qui est probablement à faciliter. Une des choses qu'on a fait dans la démarche GEN, c'est un panel citoyen. C'est-à-dire on a travaillé avec Ipsos pour avoir pendant deux week-ends 23 personnes qui étaient illustratives de différentes sensibilités qu'on peut trouver en France, et on leur a soumis les recommandations que je vais vous présenter après. Et en fait, le résultat, il a été un peu différent de ce qu'on attendait. C'est la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils n'ont pas commenté nos recommandations, ils ont dit non mais c'était extrêmement intéressant ce qu'on avait présenté, mais nous la première chose qu'on veut dire, c'est d'une part, on n'était pas conscient de l'ampleur des enjeux liés au changement climatique. Deuxièmement, on n'était pas conscient de l'ampleur des actions à mener. Et troisièmement, on n'était pas conscient du rôle qu'on pouvait jouer individuellement. Donc c'est vraiment cet axe-là également qu'on voudrait développer. Voilà, je m'arrêterai ici. Donc n'hésitez pas à les regarder plus en détail. Et peut-être un point sur la suite, c'est que voilà, nous, chez EPE, on réfléchit justement à comment est-ce qu'on peut encore porter ces recommandations, que ce soit au niveau français, mais également au niveau européen, puisqu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul en France, et également de décliner ces visions de 2050 et ces trajectoires dans les différents filières et secteurs de l'économie. Merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde qui est très bien organisée, puisqu'après un rappel des objectifs, un petit tour d'horizon des outils de mesure mis à disposition des organisations, des objectifs de réduction aussi des entreprises, moi je viens vous parler de un peu la dernière étape, la compensation carbone. Là en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend vraiment par compenser ces émissions. Et souvent on réduit le discours à dire que c'est une démarche simplement de mesurer ces émissions propres, qu'on soit individu, entreprise, collectivité, faire des efforts pour les réduire,
et ensuite soutenir des projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer des émissions de carbone à hauteur des émissions donc incompressibles qu'on n'arrive plus, nous, à réduire. Donc il y avait quand même une belle promesse dans ce système qui était de dire on va réussir à la fois motiver les entreprises, les entités en France à s'engager elles-mêmes et en plus, pour atteindre leurs propres objectifs, elles vont donner des sous à des projets qui vont éviter des émissions de CO2, avoir des importants co-bénéfices sociaux, pour la biodiversité, pour l'environnement. Jusque-là, c'était plutôt très très positif. Et puis il y a eu ces blocages dont je viens de parler avec les difficultés du protocole de Kyoto, des marchés carbone et de plus en plus de questions aussi sur cet outil de la compensation, comme peut-être outil de greenwashing par moment, avec certaines entités qui ont acheté des tonnes, des crédits carbone à très bas prix pour ensuite afficher un message très simple et efficace, simplement nous sommes neutres en carbone, nous avons atteint tous nos objectifs. C'était quand même un petit peu bancal comme annonce, donc il a fallu surveiller ça de très très près. Donc ce volet réduire reste très très important quand on parle de compensation. Le terme compensation redevient vraiment au cœur du sujet, puisqu'on parle de plus en plus de neutralité, que ce soit le Haut Conseil pour le climat, la SNBC, le GIEC, l'accord de Paris. Et tout le monde essaie de se l'approprier, qu'on soit entreprise, collectivité, territoire, individu. Donc toujours cette philosophie, il va falloir bien mesurer, bien réduire et compenser du mieux possible les émissions qui sont incompressibles. Et pour ça, il y a des nouveaux outils maintenant, dont le label bas carbone, que je vais résumer en 2 mots, mais c'est simplement lancé par I4C, je vais parler un peu pour eux. Le but, c'est d'avoir une compensation nationale, un cadre qui va permettre de porter des projets en France, parce qu'il y a une forte demande d'entreprises qui veulent investir et contribuer à des réductions d'émissions, mais en France, simplement parce que ça parle plus, ça permet d'impliquer les collaborateurs, il y a un message un peu plus fort. Donc par ce label bas carbone, encadré par le ministère, il va être possible de soutenir et de contribuer à des réductions d'émissions. Notez qu'on va ne plus parler de compensation parce que le terme est un peu biaisé, mais essayer de plus en plus de parler de contribution à des réductions d'émissions, s'inscrire dans cette grande logique. Et donc voilà, des acteurs français qui vont pouvoir investir pour soutenir des porteurs de projets en France sur des projets sur le sol français, ce qui était impossible depuis plusieurs années déjà. Avec quelques petits points techniques, mais I4C va bientôt sortir un guide pour expliciter le fonctionnement de ce label. Pour le moment, il concerne uniquement des projets forestiers, agricoles très prochainement, si ce n'est déjà sur des élevages bovins notamment. À terme, ça concerne tous les secteurs qui ne sont pas couverts par le marché européen du carbone. Donc là, on va être sur la partie donc, bien compenser, y mettre le prix, avoir un projet de qualité local qui a du sens. Et pour parler aussi d'un autre camarade, donc Renaud Bétain, mon prédécesseur, est en train de travailler à ce qu'on appelle la Net Zero Initiative, qui là est concentrée sur le réduire, mesurer, réduire, en essayant de vraiment montrer ce que fait chaque entité, ce que fait chaque entreprise, quelle est son action sur ses propres émissions et les 3 scopes, direct, indirect, et comment ensuite elle permet d'éviter des émissions en soutenant des projets d'énergie renouvelable, et comment elle permet de séquestrer des émissions en soutenant des projets forestiers par exemple. Mais là voilà, encore sortir de cette logique, je compense mes émissions, donc j'ai atteint la neutralité, donc c'est bon. Non, allez vraiment voir à l'intérieur ce qui se passe, donc c'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Et puis voilà, il y a de plus en plus de réflexions sur ce que va ressembler la compensation volontaire après 2020, les négociations actuelles de l'article 6 de l'accord de Paris, donc là c'est encore un petit peu flou, mais même à l'échelle internationale, hier j'étais au sein d'une discussion avec des standards de certification, le Gold Standard, qui se pose aussi la question, est-ce qu'on peut utiliser des crédits carbone de compensation pour justifier l'atteinte de la neutralité carbone, quoi qu'on soit. Et même eux ont l'air d'être de plus en plus réticents à ça. Donc à voir comment ça se passe, mais c'est pas sûr qu'ils permettent ça, ou alors il faudra passer par d'autres organismes. Voilà, je ne sais pas si vous avez noté des mots en particulier, mais j'ai hâte de les entendre. J'en ai noté un seul qui serait remplacé partout. Il y a cette fonction sur les ordinateurs, et on peut remplacer partout, je crois, carbone par biodiversité.
vous tiendriez le même discours au mot près? Alors c'est une discussion qu'on a eue récemment justement avec des porteurs de projets, de se dire, c'est un peu bête de parler de réduction d'émissions, plus d'éco-bénéfices sur la biodiversité, sur l'environnement, sur co-bénéfices sociaux. Il faudrait simplement qu'on regarde tous les bénéfices d'un projet et pas en isoler certains. Donc en fait, c'est une réflexion qui est même menée. Comment on assure que les projets menés qui sont censés éviter des émissions sont aussi additionnels pour la biodiversité, sont permanents pour la biodiversité. Tous les gains qu'ils apportent permettent les mêmes choses pour la biodiversité, pour les apports sociaux, tout ça, où qu'on soit. Donc ne plus parler co-bénéfices, mais bénéfices en général. Donc merci à tous, vous avez tenu à la minute près l'horaire qu'on s'était fixé. Avant la fin de cette table ronde et la deuxième série de questions qu'on va se poser, Bertrand Pancher voudrait intervenir et nous dire le message qu'il a à nous délivrer. Ce que vous faites là, et ce qu'on est en train de faire, on essaie de faire modestement un petit peu partout, en tout cas à travers les organisations que je préside et les responsabilités que j'ai, c'est vraiment le modèle, parce que quand on vous écoute, on se dit finalement c'est très simple. Non mais c'est très simple, c'est-à-dire que si on veut éviter un monde hideux moi je ne le connaîtrais pas, je serais mort avant, je pense que je ne vivrai pas jusqu'à 130 ans, en tout cas je ne veux pas être le Jeanne Calment de demain, mais enfin ça va être tellement hideux que si on veut que ça marche, il faut tout simplement, ce que vous avez dit, avoir un modèle de société. Et puis ensuite embarquer tout le monde collectivement, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire quand on regarde où on veut aller, ça ne marche que si on change de mode de société et si on embarque tout collectivement. Alors ça veut dire qu'il faut que nos seuls objectifs soient de montrer un sens, et c'est pas de gigoter en permanence dans cette société de consommation de plus en plus nulle, où on consomme d'ailleurs de la parole publique comme on va dans des supermarchés. Un moment qu'on se pose et qu'on fasse partager un sens, c'est-à-dire le sens, c'est pas compliqué, c'est une société enfin humaine équilibrée, c'est-à-dire à la fois un développement à la fois économique, social, environnemental, bref, c'est le fondement de l'écologie. Et je conclurai en disant la première chose que j'ai dite au début, je reviens à cette idée de cahier de doléances. Qu'est-ce qui, dans notre vie, aujourd'hui, a un impact en raison des émissions liées au carbone ou de gaz à effet de serre en général? Qu'est-ce qui a un impact? Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que ça n'a pas d'impact? Quel impact ça va avoir? Combien ça va me coûter? Quel confort ça va m'enlever? Il se passe des choses. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment prendre le temps, indépendamment des bilans carbone tels qu'ils sont réalisés ou d'autres outils qui sont utilisés, mais prendre le temps de permettre à chacun de dire ce que ça joue pour lui. Qu'est-ce qui se joue? Et j'ai assez confiance pour la suite, tout en pensant qu'on est quand même dans une situation extrêmement compliquée. Merci Louis, et puis encore merci aux 4 intervenants, Joseph, Fanny, David, Justin, merci beaucoup, et puis on a encore plein de projets en commun de toute façon, donc voilà, on devrait se voir dans tout bientôt, et puis merci à tous d'être venus, et puis à très vite.